Défendre les animaux, c'est un programme en soi parce que la cause animale touche l'ensemble des grandes thématiques de société. Cela conduit à remettre l'animal dans le débat au lieu de toujours se centrer exclusivement sur l'homme, de ne prendre en compte que les intérêts de l'homme. Il faut aussi prendre en compte les intérêts des animaux à côté de ceux de l'homme. C'était donc Hélène Thuy, la cofondatrice du parti animaliste. Plus question de les prendre à la légère. Leur récente percée aux élections européennes a confirmé l'émergence d'un mouvement de fond dans l'opinion, celui du refus de la souffrance animale, relayé par toute une myriade d'associations de défense des animaux. Le caractère parfois radical du discours et de la méthode ne plaît pas à tout le monde. En premier lieu aux défenseurs de la ruralité, attachés aux traditions, au terroir et à la bonne chair. Jusqu'où iront-ils les animalistes dans les urnes et sur le terrain pour imposer ce nouveau rapport aux animaux? Où en est-on en France sur le sujet de la protection animale et quelles avancées sont revendiquées? C'est l'objet du débat de ce dimanche en politique. Bonjour à vous, merci de nous suivre et bonjour à nos invités. D'abord Brigitte Gauthier, bonjour. Bonjour. Cofondatrice donc de l'association bien connue L214. Pascal Pointude, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc président de CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition du Puy-de-Dôme, oui, mais aussi vice-président de CPNT Auvergne-Rhône-Alpes et conseiller national Les Républicains. C'est cela. Et puis également avec nous, Azelma Zigo, bonjour. Bonjour. Auteur engagé, on va dire, et porte-parole du collectif Animaliste 43. Et avec nous, bien sûr, Fabien Gondillon, bonjour. Bonjour. Pour nous éclairer sur le sujet. Alors c'est un sujet sensible au point que nos sollicitations auprès de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes, auprès de la préfecture, auprès des syndicats agricoles sont restées vaines. Il fallait quand même le souligner, ce n'est pas faute d'y avoir pensé. Brigitte Gauthier, le résultat donc, du Parti animaliste aux élections européennes, pour vous, est-ce que c'est vraiment une surprise ou est-ce que c'est la confirmation d'une prise de conscience de l'opinion sur la protection animale ? Eh bien, effectivement, depuis une dizaine d'années, on voit que le souci pour les animaux, s'intéresser à leur sort, et voilà, ça interpelle avec les images que L214 et d'autres associations ont pu montrer auprès de l'opinion publique, auprès des gens. Mais effectivement, ça fait son chemin. Et jusqu'ici, en politique, en tout cas, cette question animale n'était pas ou peu prise en compte. Et là, les résultats du parti animaliste, aussi bien aux législatives que là, aux européennes, permettent de visibiliser une attention pour les animaux, y compris au niveau politique. Pascal Pointude, vous êtes donc engagé auprès de CPNT, président. Le score du Parti animaliste, 2,2. On se souvient du score de CPNT aux élections européennes de 2004. C'était 1,7. Ça vous fait quoi aujourd'hui, ce score ? Tout d'abord, il faut les féliciter, puisqu'il faut respecter les urnes, et nous sommes démocratiques avant tout. Donc, effectivement... alors, il faut bien prendre en compte aussi la diversité, c'est-à-dire c'est une élection européenne à un seul tour. C'est une spécificité, ce vote-là, où on a eu, par exemple, des bons résultats chez les écologistes qui, ensuite, dans d'autres élections, se sont totalement effondrés. Maintenant, pour moi, j'attends de voir. On verra si ça se concrétise sur les municipales, sur les prochaines élections typiquement françaises, et après, on verra bien. Est-ce que vous n'êtes pas un parti un peu en extinction comme certaines espèces aujourd'hui ? Non, pas du tout, puisque nous allons créer un nouveau parti issu de CPNT, qui est la droite rurale, et dont on devrait faire le congrès fondateur en octobre-novembre à Clermont-Ferrand. Et donc, non, nous sommes en pleine vigueur. Merci. En tout cas, ces élections, ces résultats ont confirmé la sympathie, voire l'adhésion de l'opinion sur les thèses animalistes. Juste 2 chiffres, c'était un sondage paru avant ces élections européennes. 9 Français sur 10 considèrent que la protection des animaux est une cause importante. Plus de 80% désapprouvent les mesures pro-chasse de gouvernement. Alors la législation a aussi évolué, a suivi au fur et à mesure cette prise de conscience. Fabien, que dit justement, que prévoit la loi aujourd'hui en matière de protection animale ? Eh bien, de manière générale, plusieurs sanctions sont prévues contre ceux qui font souffrir les animaux. Et attention, c'est valable à la fois pour les animaux domestiques et pour les animaux sauvages, qu'ils soient apprivoisés ou en captivité. Le mauvais traitement, par exemple, est puni par la loi d'une amende de 750 €.
Un mauvais traitement, ça peut être un animal qu'on prive de nourriture ou d'eau, un animal malade qu'on ne soigne pas, ou un animal qui est attaché ou enfermé dans un lieu qui peut lui occasionner des blessures ou des souffrances. L'abandon d'un animal, c'est également puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Le tribunal peut aussi prononcer des interdictions de détenir un animal, interdiction temporaire ou définitive. Et puis 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, c'est aussi ce que vous risquez en cas de cruauté ou de sévice sur un animal. Les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique d'un animal sont également punis. Si c'est involontaire, par 450 € d'amende, 1 500 € si l'acte était volontaire et jusqu'à 3 000 € en cas de récidive. Les condamnations sont rares, mais ça arrive de plus en plus souvent. En 2018, à Amiens, le tribunal a condamné un homme à 2 mois de prison ferme pour avoir jeté un chiot du 4e étage de son immeuble. Et puis en 2014, un jeune Marseillais qui s'était amusé à jeter un chat en l'air sans le rattraper alors qu'il retombait par terre a été condamné à 1 an de prison ferme. On notera que la loi évolue, elle évolue régulièrement. Ça fait seulement 4 ans que la loi considère l'animal comme un être vivant sensible. Ça date du 16 février 2015. Auparavant, l'animal, c'était un bien meuble. Et puis on notera qu'il existe des exceptions, pour la corrida par exemple, qui est illégale en théorie, mais qui est tolérée dans certaines régions au nom d'une tradition ininterrompue. Et puis il y a un cadre spécifique pour les animaux d'élevage qui réglemente les conditions de transport et les conditions d'abattage. Il y a en théorie un étourdissement des animaux pour respecter leur bien-être, mais là encore il y a des exceptions pour les abattages rituels, les abattages halal ou kasher. Ma question, du coup, elle est pour vous. Est-ce qu'on doit considérer de la même manière les devoirs humains envers les animaux sauvages et les animaux domestiques, puisqu'il y a des cadres réglementaires différents? Ou d'élevage. Alors, moi, personnellement, je suis antispéciste, donc je considère que les espèces se valent en termes de considération, pas forcément en termes de traitement. On ne va pas donner le droit de vote à une poule, enfin, voilà. Mais oui, pour moi, les animaux sauvages ont le droit de vivre. On n'a pas à imposer notre volonté, notre supériorité sur eux, exactement comme avec un chat ou un chien. Donc on voit qu'en effet, au niveau de la législation, il y a beaucoup d'exceptions. Il y a actuellement presque que les animaux domestiques, dits domestiques, qui bénéficient davantage. Alors c'est juste un cadre pour les animaux domestiques. Effectivement, on a des limites qu'on a posées à ce qu'on peut faire endurer aux animaux. Mais aujourd'hui encore, on élève et on tue des animaux pour les manger alors qu'il n'y a aucune nécessité. Mais même pour les gens qui consomment de la viande aujourd'hui, beaucoup considèrent que le fait de les laisser en cage, de castrer les cochons à vif, il y a tout un tas d'exemples de les enfermer dans des cages. La réponse est oui, il faut les considérer de la même manière. Alors, c'est pas qu'il faut... une vache, c'est différent d'une poule. Une poule, c'est différent d'un poisson. Et une vache, c'est différent d'un humain. Enfin, nous sommes différents, mais nous avons en commun le fait de ressentir des émotions et d'avoir envie que notre vie, elle se passe du mieux possible pour nous et pour les nôtres. Est-ce que ça va jusqu'au refus de la mise à mort? Pour vous, oui. Bien sûr. Oui, dans l'idéal, évidemment. Sans nécessité, oui. Alors, il faut quand même... l'homme est omnivore depuis la nuit des temps. On ne va pas changer ça. Après c'est ma version, ma vision. Moi, quand je parle d'égalité homme-animal, il faut quand même que l'on se replace un peu dans un contexte normal, c'est-à-dire un contrat social. Il faut qu'il y ait une réciprocité des droits et des devoirs, parce que ça, c'est le principe même de l'égalité. Et la réciprocité des droits et des devoirs entre un animal et un homme, ça va être assez difficile de faire comprendre. C'est une utopie pour vous? Bah oui, bien entendu. Alors après, il y a comme vous évoquiez tout à l'heure sur la maltraitance, moi je serais pour qu'il y ait la création d'un fichier national pour mettre dedans ceux qui maltraitent les animaux, effectivement comme les exemples que vous avez cités. Mais il faut passer par une pédagogie d'abord. Il faut pas faire dans du punitif. On est toujours dans le punitif. Faisons d'abord de la pédagogie. Mais alors, est-ce que L214, où vous placez-vous aujourd'hui dans l'échelle de la protection de l'animal? Vous avez dit tout à l'heure, oui, donc on est contre la mise à mort, sauf si c'est nécessaire. Alors, c'est pas très clair. La nécessité, c'est par exemple, vous avez votre chat qui est en fin de vie, qui souffre énormément. Et là, vous êtes dans un cas... On parle plus globalement des animaux d'élevage, vous êtes d'accord, de consommation. Mais sur les animaux d'élevage, quel que soit l'individu, si c'est fait dans son intérêt, on est dans un cas de nécessité. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Entre la bientraitance
Azelma, envers pas... les animaux et l'abolitionnisme pur et simple de l'élevage, il y a quand même un grand pas. Où vous situez-vous? Ce qu'il faut voir, c'est la définition des mots. Quand on parle de maltraitance, est-ce que c'est juste jeter un chat par la fenêtre ou tout simplement rendre captif un animal qui a besoin d'espace pour vivre? Ça aussi, c'est de la maltraitance. Alors, il y a différentes échelles de maltraitance, mais c'est important de nommer les choses telles qu'elles sont. Voilà, Donc, pardon. Non, allez-y. On est face à de la maltraitance structurelle, en fait. Le fait de faire naître des animaux, de les élever, de séparer les mères de petits, de pratiquer un certain nombre de mutilations pour pouvoir les faire cohabiter ensemble dans des milieux qui leur sont hostiles, le fait de les emmener dans les abattoirs. Vous avez évoqué tout à l'heure des infractions au bien-être. On ne peut pas parler de bien-être animal dans un abattoir où on va les priver de ce qu'ils ont de plus précieux de leur vie. Si je vous pose la question, c'est parce que L214 aujourd'hui et fait en même temps des actions pour faire reculer les cruautés qui sont provoquées sur les animaux. Donc, par exemple, on a une campagne qui demande aux différents acteurs... Notamment, il y a eu des marches... On a la fermeture des abattoirs d'un Fermant côté. les abattoirs, c'est quand même catégorique, radical. Voilà, on a fermant les abattoirs d'un côté, et puis on a faisons reculer ce qu'on peut faire reculer aujourd'hui. Par exemple, l'élevage en cage des poules pondeuses. Eh ben, si on peut avancer, si ça peut être moins de souffrance pour les animaux, ben oui, fermant les abattoirs, c'est la fin du monde rural? Oui, il faut déjà se dire, la filière élevage, c'est 720 000 emplois directs et indirects. Bon, donc avec de tels propos, on va conduire donc 720 000 personnes à Pôle emploi, si je comprends bien. Les abattoirs français, il reste 258 abattoirs français, à un ou deux près, à l'heure actuelle. 258. Entre 2002 et 2015, il y a eu 125 abattoirs qui ont été fermés. Donc, nous... on estime qu'on peut apporter un mieux, par exemple, avec les abattoirs mobiles, qui évitent le stress du déplacement du bétail de l'élevage jusqu'au lieu d'abattoir. Et pourquoi ne tentons pas l'abattoir mobile? On reviendra sur les mesures préconisées, effectivement, mais sur le débat là, philosophique. Azelma, vous êtes aussi végane. Comment vous vivez aujourd'hui, justement, le véganisme et l'animalisme antispéciste? Est-ce que c'est la suite logique, le véganisme de l'antispécisme? Oui, je pense qu'à partir du moment où on ouvre les yeux sur certaines choses, ça nous amène à un autre sujet, puis un suivant. Donc c'est le refus, donc on rappelle, de consommer ou d'utiliser des produits issus des animaux. D'ailleurs, Brigitte Gauthier, vous avez refusé de vous maquiller, c'est par conviction? Oui, bien sûr, parce que la plupart des maquillages sont soit testés sur les animaux, soit, en plus d'être testés, contiennent des produits d'origine animale. Voilà, je pense que même au quotidien, sans parler de mesures gouvernementales, au quotidien, on a beaucoup de choses à faire. Ne pas emmener ces animaux aux zoos, ne pas acheter des produits testés sur les animaux. Vous n'avez pas refusé le maquillage, vous, par contre? C'est vrai, je ne suis pas 100% parfaite. Moi non plus. Excusez-moi. Alors, est-ce que l'idée du refus de la domination, justement, de l'exploitation des hommes sur les animaux ne se heurte pas, tout simplement, à l'existence d'une pyramide naturelle alimentaire? Parce que là, on parle de l'homme et de l'animal, mais dans le monde animal, il y a une pyramide alimentaire. Les plus forts mangent les plus faibles, en fait. Est-ce que cette idée d'idéal, d'égalité, il n'a pas des limites? Alors, on nous donne souvent l'exemple, pardon pour ma voix, je suis... Allez-y. Voilà. Le lion, il va chasser. Il n'a pas le choix, parce qu'il n'a pas de supermarché, il n'a pas la possibilité de manger autrement. Nous, on est supérieurs au niveau intellectuel. On a cette chance-là de pouvoir faire des choix éthiques. Donc, utilisons cette capacité-là pour le bien-être des animaux. L'homme, depuis la nuit des temps, est un pêcheur, est un chasseur, est un cueilleur. Vous êtes chasseur, vous aussi? Je suis chasseur, j'ai mon permis de chasse. Je ne chasse plus parce que j'estime, si vous voulez, que la chasse de petits gibiers sur ma commune où j'étais auparavant, il y a de moins en moins de petits gibiers, donc je préfère accrocher le fusil, mais je défends les chasseurs néanmoins. Maintenant, ces propos il faut quand même reconnaître une chose, c'est que l'homme a besoin de manger de la viande parce que ça contient ce qu'il a besoin pour sa santé. Et on a bien vu que les gens, par exemple, qui font des régimes végans à outrance, ça a conduit à certains enfants au décès.
Donc il y a des carences et il y a ainsi de suite. Zelma se porte très bien, vous confirmez? Je me porte. Oui, je suis malade là, mais. Non, mais il y a des parents, il y a des parents qui ont imposé à leur nouveau-né. Il y a des parents. Mais si, vous regardez. Mais si, madame. Il y a des gens qui sont en carence et qui mangent McDo tous les jours aussi. Mais non, mais la viande, c'est comme tout. C'est comme chaque chose. Il faut savoir limiter. Il faut savoir limiter sa consommation. On n'est pas là pour manger de la viande rouge tous les jours. C'est pas ça qu'on veut dire. Mais on peut pas non plus dire qu'il faut absolument ne plus manger de viande. Pardon, il y a des grands sportifs très connus qui sont véganes et qui sont champions. Carl Lewis, le régime alimentaire vegan, un autre sujet. On va continuer quand même sur notre lancée. Alors jusqu'où peut-on aller dans la revendication, dans la défense des animaux? On se souvient des actions violentes à l'américaine menées en 2017 contre les boucheries, plus récemment également. Est-ce que vous cautionnez les formes d'actions violentes? On va vous poser la question tout à l'heure, mais on va se souvenir de cette vidéo de L214. Vous avez choisi donc ce type d'action, ces vidéos donc choquantes. Ici, c'est un élevage intensif de volailles donc à Solignat dans le Puy-de-Dôme. On s'en souvient, ça avait fait polémique. On y voit des poulets entassés, certains malades, d'autres morts piétinés. Aucune anomalie n'a été relevée dans la gestion de l'exploitation selon la préfecture. Le gérant accuse lui L214 d'avoir isolé des images, de vouloir nuire à la profession, empêcher les gens de manger de la viande. Alors, n'est-ce pas paradoxal de dénoncer une situation, un éleveur en l'occurrence, qui est en conformité? Justement, ce qu'on montre, par rapport à la loi, il est en conformité. La loi, ça ne veut pas dire que c'est juste aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est éthique. Voilà, justement, ça, c'est les conditions habituelles de 83% des poulets qui sont aujourd'hui élevés. C'est l'élevage intensif. C'est plus de 600 millions de poulets qui sont élevés de cette façon-là. Et donc, on a des poulets qui sont à croissance rapide, qui ont une alimentation isolée, optimisée. On va dire. C'est élevage intensif. À chaque fois, on nous dit c'est un cas isolé, c'est pas comme ça. 8 poulets sur 10 sont élevés de cette façon. En France. Et l'Auvergne n'est pas une exception encore. 83% des animaux en élevage sont intensifs. Moi, ça tombe bien, cette vidéo, puisque hier au soir, j'ai eu monsieur Philippe Mallet, qui est le propriétaire de ce GAEC. Donc, je l'ai eu au téléphone pour savoir exactement ce qu'il en était. Donc, lui, il a déposé plainte contre le compagnon de Madame Gauthier, monsieur Arsac, cofondateur de L214, pour multiples délits, puisque ces gens-là s'introduisent par effraction dans des entreprises, prélèvent des vidéos sans aucun accord. Et comme vous le dites justement, derrière la direction départementale de la prévention de la population, les services vétérinaires sont intervenus le lendemain de cette vidéo et n'ont relevé aucune infraction. On l'a dit. Par contre, le problème, c'est que ce monsieur, qui est notamment aussi un élu, c'est le maire adjoint de Solignat, derrière, il a eu des menaces téléphoniques, des lettres de menaces, et il a quand même une notoriété qui a été bafouée, alors que c'est un éleveur depuis 28 ans qui n'a jamais eu une seule condamnation. Alors, sur ce point, vous êtes quand même des lanceurs d'alerte. C'est vrai que depuis que vous publiez ce type de vidéos, on s'en souvient surtout celle des maltraitances dans les abattoirs. Vous avez révélé beaucoup de scandales. Oui. On se souvient notamment de ce scandale dont on va voir les images dans cet abattoir. Eh bien, pour vous, est-ce que ce n'est pas d'intérêt public de faire ce que vous faites aujourd'hui? Bien sûr que c'est d'intérêt public, et d'autant plus quand ce sont des notables, justement, de montrer que finalement c'est quelque chose qui est vraiment répandu. Les animaux, aujourd'hui, pour obtenir de la viande, du lait, des œufs, et on a montré aussi des enquêtes. Alors là, vous voyez les dans images les fermes aquacoles. De l'abattoir de Bois-Chat dans l'Indre, qui était fermé, en novembre 2018, après la diffusion d'une de... Et qui est toujours fermé, puisqu'il n'est toujours pas... la remise aux normes prend énormément de temps. On parlait tout à l'heure des abattoirs. 80% des chaînes d'abattage... C'est un mal nécessaire. Est-ce que c'est un mal nécessaire? Non, ce n'est pas... Justement, de s'introduire dans les exploitations. Alors, le mal nécessaire... ce n'est pas utile de tuer les animaux, mais par contre, c'est utile de montrer. Quand on nous dit, mais non, c'est des petits morceaux d'images, personne ne vient mettre en face des images pour montrer en quoi ce serait différent. On nous dit dans les abattoirs, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Montrez les images de comment ça se passe. Et vous avez les mêmes images que celles qu'on peut montrer. Pour éviter cela, L214 et d'autres associations ont demandé justement la mise en place de caméras de surveillance dans les abattoirs, mesure qui a été refusée dans la loi Egalim. On en parlera tout à l'heure. Alors, votre association animaliste, elle est pacifique. Elle refuse ce type d'action.
Il y a une différence dans l'action. Vous trouvez que ça ne va pas trop loin? Non, c'est juste qu'on n'a pas les moyens de s'infiltrer. Mais je veux dire, c'est pas l'action en elle-même qui est violente, ce sont les images qui sont violentes. On oublie souvent la vraie violence. Là, dans ces images-là, vous avez 27 000 poulets qui sont sous un bâtiment de 1200 mètres carrés. Monsieur Mallet, la loi lui permet d'avoir 42 kilos de poulets au mètre carré. À l'heure actuelle, il est à 22. À 22, donc il est largement en dessous de la loi. C'est peut-être cette loi qu'il faudra changer. On va parler à 42. On va parler de la réglementation et des lois, si vous permettez, parce que le temps passe. Alors, Fabien, justement, que veulent vraiment aujourd'hui les animalistes? Quelles sont les différences d'action et de philosophie sur le terrain et dans leurs actions? Eh bien, c'est assez compliqué puisque derrière le terme animaliste, il y a beaucoup de choses différentes. Par exemple, on parlait tout à l'heure de vegan. Eh bien, être vegan, c'est d'abord un comportement de consommateur, ce qui signifie qu'on refuse de consommer ou d'utiliser des produits qui sont issus de l'exploitation des animaux. C'est dans l'assiette, pas de viande, pas de fromage, pas de lait, mais c'est également pour les vêtements, pas de cuir ou pas de laine. Les antispécistes, c'est quelque chose d'un peu différent puisque c'est une idée selon laquelle l'espèce humaine n'est pas supérieure aux autres espèces animales. Pour les antispécistes, les animaux doivent pouvoir vivre libres et émancipés de la domination des hommes. Cela implique pour certains la fin de l'élevage et pour d'autres la fin de la domestication. Mais les différents mouvements qui défendent les animaux ne sont pas tous d'accord sur tout. Il y a des degrés, il y a des nuances dans les combats. Il y a des défenseurs des droits des animaux qui se concentrent sur l'interdiction de la corrida, par exemple. D'autres contre l'interdiction de l'élevage en batterie, comme on l'a vu sur ces images. D'autres encore pour l'interdiction des animaux pour le divertissement dans les cirques, par exemple, ou dans les zoos. Parmi ces combats, on en trouve aussi certains qui concernent exclusivement l'abattage des animaux sans étourdissement, l'interdiction des poules et des lapins en cage, l'interdiction de certaines pratiques comme le broyage des poussins mâles, de la castration à vif des porcelets ou encore une limitation du temps de transport des animaux avant qu'ils soient abattus. Alors ma question est simple, est-ce que le gouvernement vous entend? Est-ce que vous pensez qu'il va évoluer sur ces questions-là? Il est complètement sourd. Voilà, complètement sourd. Complètement sourd. On l'a vu en 2018 lors de la loi alimentation où il y avait toutes les mesures que vous avez données, où elles ont toutes été rejetées, alors que quand on interroge les Français, 90% par exemple demandent l'interdiction des poules pondeuses dans les cages, se prononcent aussi massivement pour l'interdiction de la castration à vif des porcelets, etc. Donc, est-ce que vous concevez qu'on puisse être choqué par ces images qu'on va encore montrer? C'est une vidéo de L214 du broyage de Canton pour le foie gras. Donc c'est particulièrement, attention, ces images peuvent choquer donc le téléspectateur. Voilà. Est-ce que vous concevez aujourd'hui qu'on refuse ce type de traitement? Mais bien entendu, bien entendu. Ensuite, le problème, par exemple, pour ces canetons, est-ce qu'on ne pourrait pas développer déjà des mesures pour éviter, parce que c'est une certaine, si j'ai bien compris, c'est le mâle ou la femelle que l'on trie, que l'on extermine, et ainsi de suite. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à trouver un système qui permette d'éviter ceci, parce que on est contre la maltraitance, bien entendu, mais entre voler des images illégalement, en essayant de diffuser des images, parce que L214 est très fort en communication, ça faut le reconnaître, mais au bout de tout ça, sur l'élevage de Solignat, qu'est-ce qui ressort? Absolument aucune infraction pénale. Donc il faut arrêter, et il faut quand même que les gens puissent se faire leur avis sans qu'on soit conditionné par des gens sectaires. Alors pourquoi la France traîne un peu des pieds sur certaines mesures par rapport à d'autres pays européens qui sont plus en avant sur la corrida, par exemple, sur les animaux de cirque, sur d'autres points, l'abattage rituel? La France est un fort pays d'élevage, donc voilà, elle a des intérêts privés à défendre et effectivement, on a un lobby de l'élevage intensif qui est extrêmement puissant. Très concrètement, quelles mesures aujourd'hui vous attendez immédiates? Les mesures immédiates, ça va être l'interdiction de l'élevage en cage des poules pondeuses, ça va être l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, l'interdiction, voilà, il y a un certain nombre de promesses, et puis tout ce qui est demandé finalement, tout ce qui est plébiscité quand on interroge les Français là-dessus. Et vous parliez du broyage des poussins, vous dites oui, ça c'est choquant, mais les poulets entassés, c'est pas choquant. Les images des canetons,
ce n'est pas non plus le pouvoir qui nous les a donnés en disant montrer pour déclencher justement le débat public. Pour déclencher le débat public, on a besoin des images. Il nous reste 3 minutes. Mais les poulets répondent à une demande d'un public. C'est-à-dire le poulet à 4 € dans les supermarchés, on ne peut pas faire autrement. Il nous reste une question. Comment concilier donc l'éthique animale et la protection des terroirs? Est-ce que c'est la bonne méthode qui est utilisée? Est-ce que votre méthode, au contraire, ne renforce pas les antagonismes? Là, de toute façon, comment voulez-vous lier un contact avec des éleveurs et des gens qui passent... vous avez par exemple M. Arsac, le cofondateur et le compagnon de Mme Gauthier, qui a été condamné pénalement pour ces faits. Et là, il est encore poursuivi devant la justice pour Solignat. Il va encore être poursuivi pour d'autres affaires. Il reste présumé innocent. Oui, bien entendu. La présomption d'innocence existe, mais il a déjà été condamné définitivement dans une précédente affaire, en 2017. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger le conjoint de Mme Gauthier. Non, mais c'est le cofondateur de L214. Le cofondateur, pardon. Non, mais bien sûr. À partir du moment où on est lanceur d'alerte et où effectivement, pour montrer la réalité, parfois, on est obligé de prendre des risques. Pour concilier les deux. Alors pour concilier, pour faire venir les éleveurs à d'autres pratiques, voire refuser l'abattoir, l'élevage. Si aujourd'hui on a des débats autour de la question animale, c'est parce que justement on a réussi à montrer, exposer sur la place publique la façon dont on traite aujourd'hui les animaux et à appeler à davantage de bienveillance, montrer qu'on peut arrêter Mais c'est parce que de vous provoquer demandez la bienveillance. souffrance et la On est mort. d'accord, c'est une chose. Vous demandez l'abolition de l'élevage. Et comment voulez-vous être bienveillant en continuant de faire naître et de faire Donc est-ce qu'il tuer ne vaut pas des mieux animaux dire aux gens, nous demandons l'abolition de l'élevage? Mais nous, on le dit. Très clairement. Très clairement, on le dit. On entend plus le discours modéré de la bientraitance des animaux. Il faut y aller par étapes. On peut pas... Non. Être bienveillant avec les animaux, ça veut dire effectivement les prendre en considération comme c'est dans les études scientifiques, comme des êtres doués de sensibilité, ça a été reconnu en 2015. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on voit que notre société n'avance pas suffisamment vite, c'est au moins essayer de faire reculer ce qu'on peut faire reculer aujourd'hui. Très rapidement, M. Pointu. Alors moi, le maître à penser de L214 et de toutes ces associations-là, c'est M. Peter Singer, qui est un philosophe australien que L214 invite régulièrement dans des conférences, j'en ai la preuve ici. Très rapidement, il nous reste très peu de temps, allez-y. Et le problème avec ces gens-là, par exemple, L214, vous avez été sur votre site, par exemple, j'ai un extrait là, ou sur la zoophilie. Monsieur Pointude, je vais synthétiser parce qu'il nous reste très peu de temps. On vous reproche en fait des financements de l'industrie agroalimentaire. En fait, le véganisme serait une sorte de cheval de Troie. Répondez très rapidement, en 10 secondes. Très rapidement, non. Effectivement, on a été financé par une fondation qui se trouve être américaine et qui finance des associations humanitaires, environnementales et d'autres. Voilà. On en restera là. Merci. Le temps nous presse. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info à suivre. Prochain DEP le 23 avec Cyril Genet, le 23 juin, donc sur le tourisme durable et responsable. Merci à tous.